Avant d'accueillir dans un instant Julie Rocha-Suarez de la rédaction et son invité, le point sur cette mauvaise météo et ses conséquences sur les cultures au jardin de Cocagne à Magny-les-Hameaux. Certaines plantations accusent jusqu'à 3 semaines de retard, mais les maraîchers ont quelques astuces pour protéger leur production. Reportage. Quand va commencer le printemps? L'hiver humide persiste et perturbe le travail des 15 maraîchers du jardin de Cocagne de Magny-les-Hameaux. Certaines cultures accumulent du retard, ce qui annonce un mois de mai difficile pour remplir les paniers. Donc là, les carottes que j'ai semées début novembre, elles n'ont pas beaucoup poussé, elles ont quand même pas mal souffert du froid. Et là, elles ont facilement 3 semaines de retard. Donc normalement, on devrait avoir des fans quand même beaucoup plus grandes. Donc on va avoir un petit peu de mal à faire la transition avec nos carottes de garde qu'on commence à finir. Et normalement, on peut espérer commencer à enchaîner dès le mois de mai, à la mi-mai, pour avoir des carottes. Et là, à mon avis, on va perdre facilement un mois, quoi. Ce n'est pas tant le froid, mais plutôt l'humidité qui a retardé les plantations. Tout a été mis en place pour que le jardin ne soit pas dépourvu en légumes. On utilise des voiles de protection pour maintenir nos cultures un petit peu hors gel. Enfin, ça fait gagner quelques degrés. On a les serres qui protègent déjà quand même un petit peu. Pour pallier le manque de ce début de printemps, les maraîchers s'appuient sur les bonnes récoltes de la dernière saison. Pour ces agriculteurs, une bonne nouvelle cependant, la hausse des températures est attendue dans les prochains jours et le retour du soleil est annoncé en début de semaine prochaine. Des légumes, il y en aura bientôt partout, pas uniquement dans les champs, dans les villes aussi. Julie, on va en parler ce soir. Tout à fait, on est là pour parler des incroyables comestibles et je reçois Françoise Tisca, coprésidente de l'association Saint-Quentin-en-Yvelines en transition, qui aide à sa mise en place. Tout simplement, quel est ce projet phare de 2013, les incroyables comestibles? Alors les incroyables comestibles, en fait, c'est l'association Saint-Quentin-en-Yvelines en transition qui initie ce projet. C'est une association issue du mouvement de villes en transition, de villes et territoires en transition, qui vient d'Angleterre. Le projet Incroyable Comestible en particulier, c'est un projet donc pour vraiment essayer de faire prendre conscience aux gens de l'importance de la nourriture, de relocaliser en fait la nourriture. Et concrètement, ça se matérialise comment? Alors concrètement, en fait, on demande c'est un mouvement citoyen, donc ça veut dire que tout le monde peut participer. Et il suffit juste d'implanter des légumes et des petits fruits, donc des choses comestibles, des plantes comestibles, sur des très petites surfaces. Alors ça peut être des très petites surfaces de pelouse, ou ça peut être des bacs, ça peut être des jardinières. C'est devant chez soi et c'est en libre service. En libre service, voilà, gratuitement pour les gens qui passent. Donc il y a des petites affichettes qui On a vu l'affichette nourriture à partager. Ça peut surprendre dans la rue, la nourriture à partager. On se sert. C'est exactement ça. Donc le principe, c'est d'interpeller les gens avec ce petit signal qui est interpellant. En fait. Et est-ce qu'on est prêt en France à respecter ce type d'initiative? Il n'y a pas un risque d'abus de gens qui vont chaque semaine repérer où on peut faire en trouver? Voilà, alors, d'après les expériences en fait qui ont déjà été menées, les gens ont plutôt du mal en fait à aller se servir. Donc ils mettent des mois avant d'aller vraiment s'autoriser en fait à se servir dans ces bacs. Il y a une méfiance, on se demande ce qu'on va trouver, d'où viennent ces légumes. C'est-à-dire que c'est tellement surprenant qu'en fait les gens n'osent pas. Il n'y a rien en échange et donc oui, c'est ça. C'est un concept sans argent, et puis il y a personne forcément à côté du bac pour expliquer à ce moment-là. Donc les gens s'arrêtent et ils se posent vraiment des questions. Donc c'est un mouvement mondial, on l'a dit, qui vient d'Angleterre, spécialement dans le nord, à Todmorden. C'est ça, en 2008. Tout à fait. Les incroyables comestibles, c'est une petite ville du nord de l'Angleterre qui était assez pauvre puisqu'elle avait subi la désindustrialisation. Et donc, ça a été vraiment un mouvement pour faire repartir un peu la dynamique locale. Et on dit Incredible Edible, c'est ça? En anglais, c'est Incredible Edible, oui. C'était le défi de la soirée, il fallait que vous réussissiez à le prononcer en anglais, bravo Julie. Oui. Et aujourd'hui, la ville qui compte à peu près 15 000 habitants est devenue un grand potager collectif. Alors, disons que plutôt ça a relancé vraiment la dynamique de l'alimentation locale, donc avec des producteurs, c'est pas que les gens qui cultivent, c'est pas de l'alimentation gratuite, ça relance vraiment toute
toute l'économie locale et toute la production locale. Et effectivement, 3 ans en fait, après que ce mouvement ait été lancé sur cette ville, 83% de la production alimentaire est locale aujourd'hui. Et c'est en Angleterre, c'est le nord de l'Angleterre, donc ça veut dire que ce n'est pas non plus des régions très, très productives. Voilà. Et on peut voir que ce mouvement se développe dans tout le monde, l'Europe spécifiquement avec l'Angleterre et même la France. On va voir sur cette carte interactive, toutes ces petites pousses vertes symbolisent des initiatives. Il y aurait à hauteur de 2 à 3 projets par jour qui se lanceraient. C'est quand même un chiffre impressionnant. Donc on voit l'Île-de-France avec Élancourt. Il y a des régions où ça fonctionne peut-être mieux que d'autres, parce qu'effectivement c'est sur Élancourt aussi, vous nous l'avez dit, c'est quelquefois un peu surprenant pour le grand public. Vous avez des retours dans le reste de la France, ça marche plutôt Alors bien, en ça dépend France, peut-être c'est des arrivé régions en aussi. fait en 2012, il n'y a pas très longtemps, il y a juste un an. Et je pense que c'est vraiment des petites initiatives telles que ce qu'on fait ici, vraiment des petites initiatives locales qui commencent à se lancer. Et alors il y a le site des incroyables comestibles qui répertorie effectivement toutes les initiatives. Nous avons justement rencontré Mélissa à Élancourt qui est la pionnière, on peut dire, sur Saint-Quentin-en-Yvelines. On regarde le reportage de Patrick-Jacques de Dismude. Donc là, on a du thym, de la ciboulette, du romarin. Donc ici, on a des topinambours que j'ai finalement laissés dans un sac pour qu'ils se conservent mieux. Et puis qu'ils prennent pas l'eau en fait. Donc, et du laurier sauce du jardin à prendre. Des légumes et herbes aromatiques à disposition et gratuits. De quoi étonner les passants, car les jardinières de Mélissa dans le village d'Élancourt sont disposées côté rue, sous l'affichette « Nourriture à partager », selon le concept des incroyables comestibles. Avec les incroyables comestibles, c'est l'idée qu'on peut partager simplement ce qu'on a en abondance, plutôt que de le laisser mourir, de le jeter. Moi, je trouve que ça nous redonne un petit peu de pouvoir à nous, en tant qu'individus, de se dire je peux planter des choses, je peux les manger, et mieux, je peux en proposer aux autres et le partager. Des productions locales qui proviennent de son propre potager ou des jardins pédagogiques environnants. Le phénomène philanthropique né en Angleterre il y a 5 ans pour répondre à la crise. Devenu mondial, il prend doucement racine depuis un mois à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un projet citoyen solidaire soutenu par l'association Saint-Quentin-en-Yvelines en transition. Et surtout d'inviter les passants, les voisins, les personnes qui rentrent de travail, les écoliers, tout le monde, de goûter. Et en fait, ça ouvre une conversation sur qu'est-ce que c'est l'alimentation locale. Ce n'est pas pour remplacer le maraîchage local, c'est vraiment de faire une conversation. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce qu'on peut manger localement? Qu'est-ce qui pousse ici en saison? Cette saison, Lini Montaine a fait de nombreux semis pour en faire profiter tout son entourage. Il y a les oignons, les fleurs comestibles, il y a les œillettes d'Inde parce que ça peut éloigner les insectes nuisibles. Toutes différentes sortes de salades, les ciboulettes, encore les fleurs comestibles. Ça, c'est un pommier que j'ai planté avec une graine parce que un jour, je ne sais pas, ça fait un grand pommier. En plus de ces initiatives ambitieuses de particuliers, des communes yvelinoises devraient mettre en place prochainement des bacs en ville pour créer des potagers partagés, estampillés, incroyables comestibles. À suivre donc. Je précise que nous sommes avec Françoise Tisca, donc coprésidente de l'association Saint-Quentin-en-Yvelines en transition, qui aide à la mise en place de ce projet des incroyables comestibles, dont les objectifs sont, selon moi, ambitieux, notamment être soi-même le changement qu'on veut voir dans le monde et faire évoluer les mentalités vers une abondance partagée. Est-ce que c'est pas un peu utopique aujourd'hui ? Alors l'utopie, c'est ce qui n'est pas réalisé, j'allais dire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit de se dire que c'est possible. Et en fait, c'est très simple, parce qu'en fait, il suffit de pousser une graine dans un peu de terre. Cette utopie-là, en tout cas, est très accessible et accessible à tout le monde. Et on est presque dans une pensée politique aussi. Je reprends ce que vous disiez, Julie, faire évoluer les mentalités vers une abondance partagée. C'est toute une politique carrément qui est repensée, que vous proposez. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que dans des temps de crise comme ça, où c'est des crises financières, c'est des crises aussi alimentaires, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui n'ont plus d'argent pour se nourrir, et en particulier des produits frais et des produits sains, parce qu'il y a aussi l'idée du biologique derrière. Voilà, donc c'est vrai que ça peut aussi redynamiser toute la production locale et toute l'économie locale par le biais de la prise de conscience en fait de l'intérêt de la production locale, parce que les gens petit à petit sont sensibilisés et donc ils vont favoriser l'achat de produits locaux. Nous avons justement demandé aux Saint-Quentinois comment ils évitaient le gaspillage de fruits et légumes. On les écoute. Les donner à des amis ou sinon essayer de les donner à des associations. Parfois elles en ont besoin. Ou sinon essayer de les vendre.
On en donne, je sais pas, aux voisins, à la famille et on partage. Pour les produits fruits et légumes, on peut faire du compost et peut-être le donner à des agriculteurs ou même eux le réutiliser comme engrais pour leur propre culture. Le donner aux personnes qui en ont besoin, surtout en ces périodes difficiles. Je crois qu'aujourd'hui, il faut partager. C'est indispensable. On va les partager tout simplement. Et ben je sais pas, en faisant des petites réunions de quartier, voilà, chacun mettrait sur ses petits étals ses échanges et puis ses produits, on va dire. Et puis après faire des échanges tout simplement. Peut-être avec d'autres choses que de la nourriture ou je sais pas. Échanger, partager, même s'il est difficile de prendre ces légumes que vous mettez à disposition, on le sent, les mentalités sont prêtes à évoluer, en tout cas à travers le petit micro-trottoir qui a été réalisé aujourd'hui. Il y a même des communes qui sont intéressées pour s'engager. Où en est le partenariat avec la ville de Magny-les-Hameaux ? Alors justement, ce matin même, il y a eu donc une rencontre entre l'Ibaret et les services espaces verts de la ville pour un petit peu cibler les endroits où ces bacs vont être installés. Donc dispersés dans différents hameaux. Alors l'avantage de Magny, c'est qu'effectivement c'est un petit peu étendu et qu'il y aura différents endroits. Donc, Et d'ici combien de temps ça pourrait être mis en place ? Alors là, ce sera mis en place ce printemps. Donc il y a une fiche projet là qui est en train d'être finalisée, qui va être envoyée à la mairie. Donc c'est vraiment un partenariat avec la mairie. Et quel rôle va être celui de l'association 50 ans ? L'association va mettre en place en fait tous ces bacs. Et ensuite c'est les habitants ou la mairie qui vont reprendre, par le biais des espaces verts en l'occurrence, qui vont reprendre vraiment l'entretien de ces bacs. Donc là, à l'heure actuelle, on les trouve où et on va les trouver où à terme dans les prochains mois pour resituer un peu pour les gens qui... Alors au départ, on devait faire ça vraiment au niveau de la mairie. Et là, cette année, on s'y est pris un petit peu trop tard. Donc ils ont déjà acheté des fleurs pour le Donc ça c'est pour la ville de Magny, mais sur 50 ans en Yvelines. Ah, sur 50 ans en Yvelines, alors il y a des communes qui sont sensibilisées. L'Ibaret a fait beaucoup de communication donc avec les communes. Donc il y a des communes déjà sensibilisées. Il y a des particuliers sensibilisés. Il y a des associations aussi qui se mettent un petit peu dans le Comme projet. Les jardiniers de France. Les jardiniers de France sur Guyancourt. Il y a YGREN sur Trappes. Et puis il y a l'association 50 ans en Yvelines en transition. Il y a 2 associations étudiantes aussi sur l'université de Versailles 50 ans. Et il y a aussi le Rotaract Club de Versailles que nous avions reçu en plateau il y a quelques jours, qui avait parlé d'un partenariat avec notamment la ville de Versailles et d'autres. On va revoir un petit extrait avec Thibaut Mathieu, qui est le président du Rotaract Club de Versailles. Nous avons des partenariats notamment avec la ville de Versailles, la ville de Vélizy, la ville de Juillan-Josas et bientôt la ville de Mantes-la-Jolie, dans laquelle nous sommes en train de préparer cela. La préparation de ces bacs, c'est le Rotaract Club de Versailles qui en est le coordinateur principal. Donc il y a même quelqu'un qui nous a contacté de Saint-Cyr parce qu'il aimerait également développer ça à Saint-Cyr. Donc on va en mettre également à Saint-Cyr, l'école. Donc ces bacs-là vont être à la fois gardés par les habitants, mais également par la ville. Parce que par exemple, au niveau des grandes vacances, je parle du mois d'août, quand tout le monde est en vacances, eh bien, il est rare de laisser un jardin ou un potager en bon état. Donc là, oui, ce sont les services de la municipalité, de chaque municipalité, qui va venir donner un coup de jet d'eau, essayer de ramasser quelques feuilles, ou etc. Enfin, d'essayer de l'entretenir sur ces mois de vacances. On parle de juillet et août principalement. Les bacs à Versailles devraient être effectifs d'ici 2 semaines, mais est-ce que des chartes réglementent un peu le fonctionnement de ces incroyables comestibles pour les particuliers, pour la commune ? Des chartes, là, sur les plantations, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit comestible, tout simplement. Donc là, c'est un bon critère. Très vaste. Et sur l'engagement, sur les valeurs à respecter, est-ce que c'est encadré ? C'est-à-dire que après, c'est les gens qui mettent ça en place. Donc c'est vraiment une implication aussi, une implication des groupes qui mettent ça en place. C'est du bénévolat, c'est basé sur du bénévolat. Donc évidemment, et puis tout est gratuit. C'est le tout gratuit. C'est une opération qui pourrait prendre de l'ampleur, même l'UNESCO s'y intéresse. Tout à fait. Justement, le siège de l'UNESCO va accueillir bientôt Incredible Edible France, le 27 avril précisément, pour une présentation du projet et peut-être amener une ampleur encore plus grande. Et Saint-Quentin en Yvelines qui se lance dans ce projet également. Merci de nous en avoir parlé ce soir. Julie, on passe à l'agenda à présent, l'agenda environnement. Oui, alors ce soir à 20h30, venez découvrir les méthodes de conservation des aliments, congélation, stérilisation, déshydratation avec une enseignante-chercheur d'AgroParisTech, un café science à la ferme de Galie de Saint-Cyr-l'École.
Autre thème, énergie et transport, état des lieux et perspectives, une conférence animée par un ancien responsable chez Renault du département des énergies de substitution. C'est samedi 13 avril à la brasserie Le Marina de Montigny dès 16h30. Et dans un cadre plus large, une réunion d'information sur la transition énergétique se tient lundi 15 avril pour savoir notamment comment réduire sa facture énergétique et aussi quel est le rôle de la commune, de l'agglomération ou encore de la région au club Le Village de Montigny à 20h. Merci Julie, c'était donc votre dernière chronique. La semaine prochaine, c'est Sophie Val qui sera donc à votre place, toujours pour la rédaction, évoquer ces questions d'environnement. Mais on vous retrouvera dès vendredi pour le 7-8 week-end. Le retour complet sur l'actualité depuis ce lundi, direct à 15h vendredi. Rediffusion tout au long du week-end, 18h, 19h et 22h30.